Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette journée de Cosmopolis 2. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, Cosmopolis 2, c'est une manifestation dont la commissaire principale est Catherine Well, qui a été assistée de 3 commissaires associés qui sont Ilaria Conti, Zhang Hanlu et moi-même. Et au-delà de l'exposition qui se déploie autour de vous, il y a 8 semaines d'une programmation assez dense parce qu'il y a des conférences, des performances, des concerts, des ateliers. Et aujourd'hui, on a un programme assez dense et très intéressant autour de 3 temps. Donc on commence par une conférence de Frédéric Aïtouati qu'on a le grand plaisir de recevoir. Ensuite, il y aura une discussion de Fernando Garcia Dori et de son réseau Confederacy of Villages qui s'attache à questionner la relation entre ruralité et création et diffusion artistique aujourd'hui. Et on finira par un dialogue d'entre 2 artistes très intéressants qui sont venus nous confier, François-Xavier Gebré. Moi, j'ai le grand plaisir vraiment d'accueillir Frédéric Aïtouati, que je vais présenter très brièvement. Donc Frédéric Aïtouati, vous connaissez sans doute. Elle est auteure, metteuse en scène, chercheuse au CNRS, principalement dans les disciplines de littérature comparée et de cette histoire des sciences. Elle est aussi enseignante, vous êtes aussi enseignante à l'EHESS et vous dirigez SPI, si je ne me trompe pas, c'est toujours le cas. Donc en collaboration, étroite collaboration avec René Latour. Et Frédéric, vous avez récemment publié un ouvrage avec 2 collaboratrices qui s'appelle Terraforma, manuel de cartographie potentielle. Et les 2 autres personnes sont Alexandra Arène et Axel Grégor, et c'est autour de ça que vous allez donner sur votre conférence aujourd'hui. Et avant de vous passer la parole, je vais donc laisser parler Christopher Crimes, qui travaille pour NA Project, qui est le CEO de NA Project. Et sachant que NA Project est une fondation qui a aidé de manière très généreuse et bienveillante Cosmopolis, donc on vous remercie immensément. NA Project a notamment soutenu la plateforme numérique de Cosmopolis, le projet de l'artiste Fernando Garcia Dori qui parlera après et qui est exposé dans le coin là-bas, ainsi que donc plusieurs journées de programmation, donc celle qui se déroule cette semaine et également le week-end prochain. Christopher Crimes, merci, peut-être que je vous laisse présenter un peu la fondation. Merci beaucoup. Très rapidement, je suis vraiment ravi que Cosmopolis ait cette occasion pour réunir un certain nombre des artistes que nous avons pu soutenir depuis quelques années. C'est une formidable chance de pouvoir voir Frédéric et Fernando cet après-midi. NA Project, c'est une petite fondation qui a ni lieu ni collection. Et donc nous accompagnons de façon assez discrète les artistes. Et cette occasion qui m'a été offerte par Cosmopolis numéro 2 est une formidable occasion de continuer le travail discret mais efficace avec les différents artistes que nous soutenons. Merci beaucoup pour votre proposition. Merci à vous et Frédéric, c'est à vous de jouer. Et juste pour les gens qui parlent en anglais, je vais distribuer une petite abstract en anglais. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici dans ce cadre entouré par des cartes, des images, des cosmogrammes, des plantes, du bois, par vous tous. Je voulais remercier beaucoup la directrice de Cosmopolis, Catherine Gire, ainsi que Charlène, ainsi que Christopher de leur invitation, et ainsi que Fernando d'ailleurs, que j'ai hâte d'écouter tout à l'heure, qui sont tous des gens avec qui on tisse depuis des années une réflexion commune sur le monde dans lequel on entre, qui ne ressemble pas exactement au monde auquel nous sommes habitués. Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est une conférence lue de à peu près 45 minutes et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, on poursuivra avec des questions. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre dans un coin des têtes, des suggestions, objections. Je serai ravie d'en discuter avec vous puisque le projet Terraforma dont je vais vous parler aujourd'hui est encore en cours. Donc c'est déjà un livre, mais en fait c'est un livre dont il y aura une deuxième, peut-être une troisième partie, puisque l'idée c'est de développer avec ceux qui le souhaitent
des nouvelles manières de représenter le monde. Alors vous le savez, les géologues, les climatologues de notre temps décrivent un sol mouvant, soumis à de multiples pressions, un sol qui bouge, qui s'effrite, qui glisse, s'affaisse, s'effondre parfois, brûle aussi. Ils affirment que l'homme est devenu une force géologique majeure qui transforme rapidement non seulement la composition chimique et physique de la Terre, mais aussi bouleverse les écosystèmes à un rythme tel que ceux-ci n'ont pas le temps de s'adapter. L'homme, toujours, exploite les profondeurs, bouleverse les strates du temps, crée des strates de plastique, de béton, façonne la Terre. Il est devenu mangeur de terre. Il y a un très beau film qui vient de sortir avec ce titre, Mangeur de terre. Mais l'expression est de Deborah Danowski et Eduardo Oliveros de Castro, les deux anthropologues brésiliens extraordinaires qui, avec cette expression, essayent de capter ce qu'on appelle parfois aussi, même si le terme est controversé, l'anthropocène. L'idée qu'on a atteint, la technosphère a atteint un niveau de développement qui fait qu'on mange la terre sur laquelle on est. Ce qui est sûr, c'est que les bouleversements de notre monde commun nous obligent à repenser notre rapport au sol, à naviguer, et je reviendrai sur cette idée de navigation, à naviguer dans un monde nouveau, mouvant, imprévisible. Disparition d'îles, extinction d'espèces, désertification, guerre de l'eau, submersion des fonds de mer, inondation des vallées, la ruine des territoires provoquée par la crise climatique génère une crise de l'espace. Et c'est de ça dont je vais parler en fait. Cette crise de l'espace nous oblige à revoir complètement nos outils de description, la manière dont on dessine, dont on représente, dont on cartographie la Terre. Et il me semble que le manque d'images et d'imaginaire commun est un des problèmes, un des obstacles majeurs à la compréhension des rôles et des interactions dans les milieux saccagés. Nous avons besoin de représentations communes de ce que signifie habiter sur Terre aujourd'hui, et il me semble que des expositions comme Cosmopolis participent de ce travail. Alors, pour prolonger ce que disait Charlène, moi ça fait longtemps que je m'intéresse à la question des représentations, des images picturales, littéraires, architecturales, cartographiques du monde. J'avais appelé ça, à l'époque, quand je faisais ma thèse, en reprenant le terme à Kepler, vous savez, l'astronome du XVIIe siècle. J'avais appelé ça la cosmopoétique. La cosmopoétique, c'est l'importance de la fabrication du cosmos. Poétique, pas au sens de poésie, mais au sens de poienne, fabriquer. Donc la cosmopoétique, c'est la tendance humaine à fabriquer du cosmos. Donc on est dans Cosmopolis ici, il me semble qu'on est aussi dans une cosmopoétique. En tant qu'historienne des sciences, j'ai notamment travaillé sur l'histoire de la cosmologie au moment du bouleversement qu'on a appelé révolution copernicienne au XVIIe siècle. Vous vous souvenez, on a tous appris ça à l'école. C'est la transformation de l'image du cosmos, non plus avec la Terre au centre, mais avec le Soleil au centre. Et cette transformation, elle n'a pu se faire que par l'accumulation d'hypothèses, d'observations, de récits, mais surtout d'images, de nouvelles sortes d'images. Et à l'époque, c'est l'association des compétences et des pratiques d'astronomes, de philosophes, de peintres et d'écrivains qui a rendu tangible, partageable le cosmos copernicien. Vous savez peut-être que Galilée qui a, comme vous le savez, vu pour la première fois des montagnes dans la Lune, qui a découvert la surface lunaire, n'a pu comprendre ce qu'il voyait que parce qu'il était aussi peintre, qu'il connaissait le clair-obscur, qu'il connaissait la perspective, et qu'il était capable d'interpréter l'ombre des cratères. Plus récemment, mon travail m'a conduit à m'interroger plus spécifiquement sur l'histoire des représentations de la Terre. Alors, cartes, globes, artefacts, cosmogrammes, je vous disais, c'est tous les objets que les hommes ne cessent de construire pour comprendre sur quel sol ils habitent. Alors nous traversons une période, et je crois que c'est l'argument de l'exposition ici, nous traversons une période qui évoque par bien des aspects la période de bouleversement cosmologique que j'ai étudiée. Aujourd'hui, notre conception de la Terre est en train de se transformer radicalement. Nous comprenons, grâce à la biologie contemporaine, que l'espace que nous habitons n'est pas un environnement, ce n'est pas simplement un espace inerte. Il est au contraire constamment produit par une multitude de vivants. Nous comprenons aussi, et cette prise de conscience est plus tragique,
que notre relation à la Terre comme ressource illimitée n'est pas tenable. Ces transformations profondes dans la manière de concevoir notre relation à la Terre ont des conséquences philosophiques, politiques et économiques considérables, mais aussi esthétiques. Or, et c'est le point de départ de ce projet Terraforma, nous manquons d'images pour les penser. Alors, j'ai mis cette image-là, vous la connaissez tous, hein, c'est la fameuse image de la NASA, une image iconique, photographiée il y a exactement 50 ans, en 69. On appelle ça en anglais la Blue Marble, la bille bleue. Et cette image de la Terre comme planète perdue au milieu du cosmos est bien sûr fascinante. D'ailleurs, moi j'ai longtemps travaillé sur ces images-là, sur cet astre révélé par le regard surplombant et vertical. Mais avant de pouvoir aller dans l'espace, avant le XXe siècle, on n'a pas cessé en fait d'imaginer cette Terre. Ça c'est l'image du XVIe siècle. On imagine qu'on est loin, on imagine qu'on voit la Terre vue de loin. C'est des images fascinantes. Mais depuis quelques années, je suis, comme beaucoup de gens, redescendue sur Terre. Et la question qui me taraude désormais, c'est de rendre sensible une Terre arpentée, appréhendée par le regard horizontal, par un corps qui se déplace, non pas à l'extérieur, de manière totalement fictionnelle ou de manière totalement technologique, mais à l'intérieur de la Terre, au plus près des gestes du corps. Autrement dit, la question c'est comment retrouver l'expérience phénoménologique de ce que signifie habiter la Terre, puisqu'on se sent tous un tout petit peu hors sol. Alors, est-ce que c'est en construisant des modèles, des globes, des cartes? Il y a une immense histoire de la cartographie, que moi j'adore. Hein. On a imaginé là cette espèce de globe coupé en deux. Ça, c'est aussi une image du XVIe siècle. On a imaginé beaucoup plus tard, au XIXe, de mettre la Terre dans des théâtres, de mettre la Terre sur scène, ou bien d'aller à l'intérieur de la Terre, et ça, c'est les fameux panoramas. Des panoramas qui n'ont pas tous été construits d'ailleurs, mais il y a des tas de projets de scale model, de prendre la Terre et d'en faire un modèle. Ce qui est émouvant, il me semble, aujourd'hui, quand on regarde toutes ces tentatives de modélisation, c'est qu'elles démontrent à quel point cet espace-là est inhabitable. À quel point habiter la Terre n'a rien à voir, en fait, avec le fait de déambuler dans ou autour d'un globe en plâtre peint. On n'est pas sur cette Terre-là. On ne peut pas marcher sur ces modèles-là. Mais alors, que signifie habiter sur Terre parmi les vivants? Je n'ai pas la réponse à cette question, bien sûr, on est nombreux à se poser cette question. Mais la plupart de mes projets aujourd'hui, en recherche ou en théâtre, consistent à collecter, à recueillir d'autres récits, d'autres images plus épaisses, plus rugueuses que nos images lisses, comme par exemple les récits de l'anthropologue Anna Tsing. Je ne sais pas si vous avez lu son merveilleux livre sur les champignons. Elle a une façon de décrire la Terre qui est complètement différente, évidemment, des images modélisantes. Ou alors, les extraordinaires sculptures de Sarrasé. Il y aura une exposition, je crois, l'année prochaine à Paris sur Sarrasé. Et là, c'est une façon de représenter la Terre, bien sûr, beaucoup plus complexe, multiple, et peut-être plus proche, en quelque sorte, de notre expérience. Donc il me semble que nous sommes dans un contexte de lutte entre des représentations divergentes du terrestre, et donc des ressources, des conditions matérielles de nos existences, des relations avec les autres vivants. Les récits et les images font partie de cette lutte. Représenter la Terre comme un territoire inerte à notre disposition n'engage pas les mêmes actions que d'en faire un territoire multispécifique et partagé. Et c'est ça, je crois, le point de rencontre entre les différentes conférences, artistes du jour. C'est quoi être sur une Terre comme territoire partagé avec d'autres, pas seulement avec d'autres humains, mais avec d'autres vivants. Comment penser la Terre comme une scène partagée? Là, c'est la metteur en scène qui parle. Une scène partagée par les humains et les non-humains. Et plus radicalement, comme un espace constamment fabriqué par les vivants. Et c'est ça que j'aimerais vous faire sentir aujourd'hui, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre ce que voulaient vraiment dire des gens comme Anna Tsing ou les biologistes comme Lee Margulis. Ils nous disent que l'espace dans lequel on est n'est pas une scène inerte, que cet espace, cette air, ce sol,
sont constamment fabriqués par nous-mêmes et par les autres. On est les écosystèmes les uns des autres, si vous voulez. Et ça veut dire quoi, d'un point de vue des représentations et des images, de prendre conscience de cette espèce de retournement philosophique de notre rapport à l'espace. Eh bien, c'est les questions qu'on a essayé d'aborder dans Terraforma, ce projet dont j'aimerais partager avec vous quelques résultats, quelques pistes, quelques propositions. Mais d'abord, une expérience de pensée. Imaginons que la Terre est une planète inconnue. Essayons de nous équiper pour son exploration. J'entends ici le terme d'exploration au sens que lui donne par exemple un savant anglais du XVIIe siècle, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Robert Hooke, lorsqu'il entreprend de découvrir par ses instruments optiques, par le microscope, c'est l'un des premiers qui a utilisé le microscope, il entreprend de découvrir un monde qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas. Il appelle ça la terra incognita, la terre inconnue. Et cette terra incognita, c'est quoi? C'est la nôtre, tout simplement. Mais il la regarde avec ses instruments qu'il met au début de son livre. Moi, je suis historienne des sciences, alors j'adore les instruments optiques. Mais qu'est-ce qu'il découvre? Eh bien, il découvre des êtres qu'il n'a jamais vus, comme par exemple une tête de mouche, mais personne n'avait jamais vu ça. C'est un monstre. Et bien sûr, ça lui a été reproché. Il y a plein de gens qui disent à son époque que ça ne peut pas être une mouche, ce que vous montrez. On ne reconnaît pas notre monde. Il découvre un paysage de moisissure, par exemple. Donc là aussi, on est dans une terre inconnue. Et bien sûr, cette terre inconnue, c'est la nôtre. Eh bien, comme lui, en quelque sorte, nous nous sommes dit, mais comment pourrions-nous nous équiper, avec quels outils optiques, cognitifs, visuels, pourrions-nous nous équiper pour regarder autrement cette terre qu'on croit connaître? Eh bien, comme lui, on s'est dit qu'il nous fallait des outils nouveaux. Et comme lui, on les met au début de votre livre. Regardez vos outils nouveaux. Alors, ce n'est pas des microscopes, mais c'est des espèces d'outils optiques. C'est des espèces de, si vous voulez, de gestes cognitifs et graphiques par lesquels on essaye de retourner un peu notre vision du monde. Donc, je ne vais pas tous vous les expliquer parce que c'est un peu voilà, c'est un peu de comment dire, une espèce de gymnastique mentale, mais je vais vous faire rentrer dans certains de ces gestes. Et c'est vraiment des expériences de pensée pour se réhabituer à être sur Terre, en quelque sorte. Avec cette idée, en tout cas que nous trois, c'est donc Alexandra Arène, Axel Grégoire et moi-même, nous trois, on se sentait très peu équipés, en fait, pour parcourir cette Terre comme si elle était inconnue. Alors, qu'est-ce que c'est que ces espèces d'outils? Eh bien, c'est des nouvelles focales, si vous voulez, c'est des outils optiques. C'est des points de vue sur la réalité, en imaginant le premier qu'on regarde la Terre par les profondeurs, le deuxième par des points de vue plutôt que par des points de vue. L'idée qu'on parte, par exemple, regardez cette plante-là, quel serait son monde? Si on imagine que cette plante, on la prend non pas comme point de vue, mais comme point de vie. Ensuite, on se dit, on pourrait essayer de tracer des cartes par les mouvements, par les creux, par les disparitions, par les ruines. Voilà tout un tas d'objets, d'outils optiques. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est un peu abstrait, mais on va rentrer dans les cartes et on va rentrer dans ce voyage rapidement. Hein. On va rentrer là-dedans et puis ensuite on verra si cette expérience de pensée fonctionne. Alors commençons déjà par nous équiper pour le voyage et prenons quelques cartes traditionnelles. Vous savez, les cartes Michelin, alors elles sont fascinantes ces cartes, on les aime beaucoup, mais ce sont des cartes vidées des vivants non humains. C'est des cartes qui représentent l'espace comme un espace disponible pour les hommes, comme un espace qu'on peut coloniser, qu'on peut conquérir, qu'on peut exploiter. C'est un espace dans lequel il y a des croix, là où il y a des mines, qu'on peut forer. Un espace où on dessine des forêts qu'on peut exploiter. C'est un espace uniquement fait pour l'humain et qui est vidé des autres traces. Il y a des routes, il y a des villes, c'est un espace totalement anthropisé. C'est fascinant quand on regarde les cartes, en fait, de voir à quel point elles ne donnent à voir qu'un espace humain. Alors,
explorer à nouveau la Terre autrement, c'est donc d'abord tenter de repeupler les cartes, de rapatrier dans celles-ci et dans nos histoires les entités exclues de l'imaginaire géographique. C'est revenir à des sciences de la Terre proches des paysages, par exemple. On est tous très inspirés par Humboldt en ce moment. C'est tenter d'habiter un espace peuplé d'autres entités non humaines qui partagent et façonnent avec nous la Terre, qui la terraforment. Alors, je suis sûre que vous connaissez ce terme de terraformer. En fait, on l'utilise totalement à contre-emploi. Vous savez, terraformer, c'est un terme de science-fiction. La terraformation, normalement, c'est censé être ce qu'il y a de plus technique, ultra-techniciste, avec l'hypothétique terraformation de Mars, par exemple. Et on a bien aimé utiliser ce terme pour le détourner, puisque la terraformation dont on parle, nous, c'est pas la terraformation de Mars ou de planètes lointaines, c'est simplement l'idée que c'est une pratique éminemment terrestre, partagée avec les autres vivants, puisque qui terraforme la Terre sans cesse? Eh bien, ce sont tous les vivants, microbiologiques ou macro, comme nous, qui ensemble fabriquent les montagnes, en quelque sorte l'air, les océans, influencent les cycles des éléments, et c'est cette terraformation qu'on essaye de montrer. Alors, il nous a fallu abandonner les belles cartes, les belles et vides de vivants, et imaginer des cartes, je vous disais, faites non pas à partir d'un point de vue, mais d'un point de vue. Alors on a tenté de représenter un territoire à partir des corps. Voilà ce que ça donne. C'est très étrange, on ne comprend rien, mais c'est fait exprès au début, puisqu'il y a volontairement, un petit peu comme avec la mouche de Hooke, l'envie de défamiliariser le regard. On avait envie de, en partant que de données, de se dire, mais finalement, si on représentait autrement la Terre qu'on connaît déjà, pour sentir autre chose. Alors qu'est-ce que c'est que cette étrange carte? Vous allez dire, c'est pas vraiment une carte, parce que le rapport à l'espace est transformé. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir, ça devrait s'éclairer. On est parti d'un port d'attache, c'est les petits points qu'il y a tout autour. Chaque petit point est un port d'attache, un terrier, une tanière, un appartement. Et chaque personnage conçu, chaque agent, acteur conçu, chaque entité, peut être humaine ou non humaine, on va suivre ses trajets. On enregistre les lieux qu'elle traverse, les liens qu'elle établit avec d'autres entités. Alors bien sûr, ce qu'on a fait surtout, c'est d'enlever le fond de carte, ce fameux repère de coordonnées cartésiennes. On l'a enlevé et on n'a gardé que les mouvements. C'est une carte en fait qui s'inspire de portulans. Je ne sais pas si vous connaissez les portulans, j'adore ça, c'est des cartes du XIIIe siècle, c'est des cartes de navigation, des cartes maritimes, dans lesquelles le parcours crée la carte. Alors là, vous voyez la première carte pisane, l'un des premiers portulans, c'est marqué dessus, donc autour de 1258-1291, donc on est à la fin du XIIIe siècle, sans doute réalisé à Gênes. Et ce qui est fascinant avec ces cartes, c'est qu'on ne reconnaît plus les coordonnées cartésiennes classiques. Les traits, en fait, ce sont des courants, des vents, et les points de repère, ce sont les ports. Les ports, exactement, vous avez vu, on a vraiment repris ces modèles-là. Les ports tout autour, ce sont les ports du portulan. Alors, de la même manière, sur notre portulan à nous, on identifie les mouvements des animés, je vous disais, le point d'accroche, la trajectoire, l'aire d'arpentage, et notre portulan fonctionne comme une sorte de carte de navigation, permettant de se repérer dans un paysage commun, dans un paysage qui permet de naviguer sur Terre, parmi les vivants. Alors quel est le but? Alors je vous en montre un autre quand même, parce qu'ils sont merveilleux ces portulans. Vous voyez comment on a les points fixes qui sont les ports, et les mouvements qui sont liés à la rose des vents, que vous voyez en bas à gauche, mais également au courant, le courant maritime. Donc c'est à la fois des cartes de parcours et de courant. Avec cette notion de paysage vivant, on tente de retrouver un rapport physique au territoire, constitué par les mouvements, les déplacements, les traces, les usages,
Autrement dit, par les corps et les gestes, plutôt que par l'œil tout-puissant. Une telle approche remet en cause à la fois une manière de voir le paysage et une manière de voir le paysage comme, vous savez, la définition classique de paysage, c'est embrasser, ce qu'on peut embrasser du regard ou une partie d'un pays. Donc le paysage est quelque chose d'éminemment humain, puisque c'est le point de vue humain sur un bout de pays. Alors évidemment, on n'a plus du tout ça. Alors je ne vous l'ai pas encore dit, mais cette carte, c'est une carte du Grand Paris. C'est une carte, en quelque sorte, d'une trentaine d'acteurs, d'agents. Il y a des amis à nous, il y a des architectes, il y a aussi des chats sauvages, il y a des renards, il y a des chouettes, il y a des... En fait, il y a toutes les données, c'est que des données extrêmement sérieuses qu'on a retirées, toutes les données de vivants, humains, non humains et parfois microscopiques qu'on a pu trouver. C'est une carte qui ne joue plus du tout sur les échelles, c'est-à-dire qu'on a des micro-organismes et des humains. L'idée, c'était d'essayer de voir comment chacune de ces entités a fait une espèce de géométrie, qui est la géométrie de son terrain de vie. Au centre du modèle, les parcours croisés des points se prolongent dans la mer monde, ce que les portugans du XIIIe siècle appellent la Marteloire, depuis les ports jusqu'à la constitution du paysage commun. Vous voyez, c'est très naïf en fait comme représentation, mais ce qu'on essaie de montrer, c'est comment c'est nos entrecroisements de vie, de parcours, d'usage du territoire qui finissent par produire ce paysage commun dans lequel on est. Alors, quel est le but de tout ça? Et là, on arrive à la cosmopolitique, ou à cette idée de cartographier une cosmopolitique de la Terre. En fait, je vous le disais au début, il s'agit de repeupler les cartes. Et c'est cette opération de repeuplement que nous appelons cosmopolitique. Le terme souligne les problèmes spécifiques à la mise en place d'une politique de la Terre. Ça veut dire quoi, faire une politique de la Terre, si on prend en compte tous ces êtres qui la constituent? Ça veut dire quoi? D'étendre nos problèmes politiques à tous les vivants, qui sont évidemment pris comme nous, et de manière très tragique, on le sait tous, dans nos choix et nos décisions politiques. Alors politique parce que ce sont exactement les mêmes problèmes que ceux posés par toute question politique, mais en ajoutant cosmo devant. C'est-à-dire en soulignant que ce qui importe, c'est comment nous nous relions aux autres entités de la Terre pour envisager un territoire commun. Comment penser la Terre comme une scène partagée par les humains et les non-humains? Et plus radicalement comme un volume. Je vous le disais tout à l'heure, on n'est plus du tout en deux dimensions, même si nous on continue à dessiner des cartes. En fait, c'est cette question du volume dans lequel on évolue qui est constamment fabriqué par les vivants. Alors le but de ce livre, qu'on a appelé Manuel Terraforma, parce qu'on a envie que les gens le prennent en main et s'en servent et le modifient et produisent des cartes à leur tour, le but de ce manuel, c'est de développer de nouvelles optiques, je vous le disais, de ne plus s'extraire, mais de plonger dans la terre, de tenter d'autres modes de description. Arbres, roches, germes, champignons, baleines, coraux, chauves-souris, bactéries. Comment faire de la place pour d'autres? Alors il ne s'agit pas seulement d'accepter des ontologies différentes. Il ne s'agit pas simplement, même s'il y a ça aussi, d'intégrer les rivières, les espèces, l'air, la pollution, les objets, les matériaux, mais aussi de rendre explicite dans la cartographie les liens que nous entretenons avec elles. Car comme nous le rappelle la maxime dont je vous ai parlé au début, je cite en anglais que je vous traduis, "We moderns see ourselves making the world, but forget that other organisms are constantly reworking our works." Nous, modernes, on se voit en train de fabriquer le monde, mais on oublie que les autres organismes sont constamment en train de retravailler nos travaux, reworking our works, de retravailler nos créations, de retravailler ce qu'on fabrique. Dans cette perspective cosmopolitique, donc, et là le sens est clairement emprunté à Isabelle Stengers, le rythme des entités qui se déploient, la prolifération des espèces, des objets, des autres agentivités font la carte. Donc on connaît bien que ces cartes, en fait, on n'essaye pas de les fabriquer nous-mêmes, on prend
Elles sont fabriquées par les forces, les vivants qui sont dedans. Il s'agit d'un processus actif, puisque dès qu'on détecte une entité, elle entre dans l'Assemblée, dans le Parlement des choses, dirait Bono-Latour, et donc nous devons partager l'espace avec elle. Notre hypothèse, c'est que ce qui freine la cosmopolitique, c'est l'absence de préoccupation collective dans les agents et les processus qui composent les territoires. Pour réunir ces préoccupations collectives, nous n'avons pas même une visualisation commune, elle n'existe pas. Nous avons des cartes capitalistes, coloniales, westphaliennes, qui sont faites à l'origine, vous le savez, pour faire la guerre ou pour définir les frontières. Nous avons des cartes qui sont faites à partir de la grille euclidienne, avec un cadre, avec des échelles, où le grand est supérieur au petit. Eh bien, c'est ce rapport au temps et à l'espace qui est en train de s'effriter. On le sent tous, on le sait tous, qui entraîne une confusion générale sur la question du pouvoir, par exemple. Si certains des phénomènes auxquels nous assistons, l'érosion des sols, l'intensification des eaux polluées, nous échappent par leur échelle, leur durée, leur ampleur, c'est peut-être en développant des outils de visualisation alternatifs que l'on peut espérer mieux les comprendre. L'enjeu, et là nous reprenons l'expression aussi bien à Bruno Latour, qu'à Baptiste Morisot, qu'à Pierre Charbonnier, tous ces philosophes qui travaillent sur cette question, l'enjeu est de redevenir terrien, c'est-à-dire de réfléchir collectivement aux moyens d'atterrir parmi les autres. Et pour cela, il faut tenter de décrire notre sol commun. Et là, je vais vous montrer une autre tentative que nous avons faite, une autre carte, pour décrire ce sol commun. Alors, c'est une autre expérience graphique, je vous disais, qui est dans Terraforma. Alors, c'est comme pour la première carte que je vous ai montrée. Au début, on ne comprend rien, et puis petit à petit, si je vous mets la légende, vous allez voir ce que c'est que cela. L'idée, c'est de faire une sorte d'anatomie du sol sur lequel nous habitons, sans savoir de quoi il est fait, de qui il est peuplé. Mais d'abord, pour explorer ce terrain complexe, il nous faut construire un outil optique. Vous savez, notre façon de travailler, on construit d'abord une nouvelle lentille pour regarder le sol. Alors, Galilée avait construit, vous savez, c'est la 17e obsessionnelle que je suis qui parle, mais Galilée, vous vous souvenez, il avait construit un télescope pour voir la Lune et les autres planètes. Et bien nous, on a construit une espèce de télescope terrien. Un télescope pour voir l'intérieur de la Terre. Et bien sûr, on le dirige vers le sol. Et ce télescope, il fait une drôle de chose. Il retourne la Terre comme un gant pour voir l'intérieur, pour voir ce qu'on ne voit jamais. Donc en fait, ce qu'il y a au centre, c'est l'atmosphère. Et tout ce qu'il y a autour, c'est la Terre comme si elle était étalée. C'est bien sûr une expérience de pensée à nouveau. Vous allez dire à quoi ça sert de retourner comme ça la Terre. Eh bien, je vais vous montrer, ça sert à déplacer un certain nombre de nos manières de la concevoir. Donc, nous avons renvoyé la Terre profonde aux extrémités, tout autour de l'image. Le centre de la Terre, la géophysique, se trouve ici aux marges. Au centre de la carte, je vous l'ai dit, nous avons placé l'atmosphère. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, elle est close en fait. On croit que quand on renvoie des choses dans l'atmosphère, ça s'en va, mais pas du tout. On sait très bien que les nuages acides mettent 15 jours à arriver de Chine à chez nous, mais c'est totalement fermé comme système. Donc c'est déjà une manière de montrer que l'atmosphère est un système clos. Et puis surtout, ça permet de montrer ce que les scientifiques du système Terre appellent la zone critique, comme une épaisseur. La zone critique, c'est quoi? C'est ce qui concentre toutes les ressources du vivant, et tous les vivants. Ça fait un minuscule biofilm sur la surface du globe, et si vous gardez la modélisation type globe que je vous ai montré au début, vous ne le voyez pas. Vous ne la voyez pas, cette zone critique. Donc là, c'était une façon de dire, ok, on va mettre la zone critique au centre, comme une espèce d'anamorphose en peinture, comme ça on va l'étaler, et on va pouvoir la regarder un petit peu sérieusement, pareil, en accumulant des données. Et donc, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu d'où ça vient, là aussi je fais appel à des vieilles cartes que j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez cette image. C'est Athanasius Kircher. Kircher
écrivait, c'était un père jésuite du début du XVIIe siècle, passionné par les volcans. D'ailleurs, il a marché jusqu'en haut du Vésuve, alors que le Vésuve venait d'exploser quelques décennies plus tôt. Et il s'est dit, mais comment se fait-il qu'il y ait des volcans partout sur Terre? Qu'est-ce que ça veut dire de l'intérieur de la Terre? Et ça, c'est une image moi, qui m'a beaucoup fascinée, puisqu'elle donne une espèce de vision énergétique de la Terre, dans laquelle, vous voyez, tous les volcans sont reliés les uns aux autres, avec une circulation. C'est comme une circulation organique, sauf que c'est une circulation de lave, et il imagine que la Terre est pleine de cavités, dans lesquelles se renouvellent constamment ses forces. Alors cette image est pas mal aussi, parce qu'elle mêle la circulation volcanique et la circulation aquatique, avec cette idée toujours pareille que les océans, les rivières, les volcans sont des circulations. Pourquoi je vous montre ça? Parce que vous voyez un petit peu le lien avec nos affaires. Bien sûr, c'est pas la même idée, mais il y a quand même cette idée qu'on peut voir l'intérieur de la Terre et qu'il y a quelque chose presque de l'ordre de l'océan, c'est-à-dire qu'on peut naviguer à l'intérieur de la Terre, on peut essayer de comprendre tout ce qui se passe. Puisque lorsqu'on change de point de vue, c'est un sol bien différent de la surface plane construite par le point de vue zénital qui émerge. Le sol que nous avons découvert, on le sait tous, hein, de le voir, c'est plus frappant, il est épais, granuleux, réactif, empli de scories héritées des mouvements et des activités des vivants qui le parcourent. Il est usé par endroits jusqu'à la trame, il est troué même parfois ce sol. On y trouve des vestiges devenus inutilisables, des fossiles architecturaux et industriels. On y trouve des ruines, c'est un sol qui est bourré de ruines. Alors si on rentre un petit peu à l'intérieur, vous voyez qu'on a essayé de représenter à la fois la pénétration de l'emprise humaine, l'extension de l'emprise humaine, pas simplement horizontalement, mais en profondeur. Parce qu'en fait, dans l'accumulation des actions humaines, petit à petit, on voit qu'elles ont pénétré le sol jusqu'aux strates les plus profondes. On a bien sûr là-dedans des aqueducs. Alors oui, je ne vous ai pas dit à nouveau, c'est pas n'importe où en fait, on ne fait jamais des cartes abstraites. Tout à l'heure c'était le Grand Paris, là c'est la vallée de la Chimie à Lyon. Donc on a capté, parce qu'en fait Alexandra et Axel, les deux amis architectes, ont travaillé pendant des années sur la vallée de la Chimie à Lyon. Et donc toutes les données qui sont sur cette carte sont des données réelles d'aqueducs, de pollution, d'usines, mais aussi d'organismes vivants. Là, vous voyez un forage très profond. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, on peut faire une histoire de l'extension de l'emprise humaine en profondeur. L'Antiquité n'allait pas très loin. En fait, on s'est amusé à faire dans une autre des cartes une espèce d'histoire de la pénétration humaine vers les profondeurs. Évidemment, on sait très bien maintenant que avec le gaz de schiste, on va encore plus en profondeur. En tout cas, on a ici et là, ce qu'on voit bien avec cette carte, ce qu'on essayait de montrer, c'est que les strates ne sont pas imperméables. En fait, on n'arrête pas d'avoir des effets d'effondrement d'une strate sur l'autre. L'infiltration de substances toxiques se fait par l'intérieur de l'eau, qui, elle, contamine les nappes phréatiques profondes. Voilà. En tout cas, avec cette carte, on essaie de montrer qu'il n'y a pas d'en dehors du monde. Même l'atmosphère centrale, je vous le disais, est remplie de nanoparticules, de nuages, d'avions, d'oiseaux, de dômes de pollution. Chaque objet évacué dans le ciel retombe nécessairement au sol, en dessinant parfois des robots. En profondeur, l'espace disponible est très plein lui aussi. Le sous-sol est déjà saturé. Retourné comme un gant, le sol fait soudain apparaître une cosmologie différente, une architecture enfouie, des organismes habitants. Ce sol que l'on croyait homogène et dur est vu du dessous, mouvant, poreux, liquide, composé de particules et d'agents qui impriment et modifient sans cesse sa structure et sa forme. C'était donc là une autre tentative, vous le voyez, pour abandonner ce qu'on appelle parfois le point de vue de Sirius, ce point de vue par lequel on a commencé, ce point de vue artificiel en fait, fascinant,
qui permettait de voir la Terre comme une planète, un point de vue aérien, en apesanteur, un point de vue globalisant. Et bien sûr, je pense que les artistes réunis ici, les philosophes dont j'ai parlé, ont tous à cœur de retrouver la pesanteur, la matière de la Terre, de nous défaire en quelque sorte de ces représentations lisses et globalisantes. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Un quart d'heure, je ne vais pas faire un quart d'heure, mais je vous parle encore un petit peu plus alors de ces transformations. Nos visualisations de la Terre sont fondées, je vous le disais, sur d'anciennes images cartographiques et géologiques. Et j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu de ces images, puisque je reprends les termes là de Jean-Baptiste Vidalou. Il dit que ces cartes anciennes, les présentes, celles avec lesquelles on travaille encore, y compris les Google Earth, etc., et les GPS, ce sont des outils de colonisation. Ces cartes ont été conçues comme une manière d'écrire le récit d'une conquête où le civilisé s'empare, je le cite toujours, de territoires soi-disant vides, mais qu'il s'agit en fait toujours de vider, car ils sont peuplés. Fin de citation. Peuplés d'organismes, de traces commémoratives, d'éléments industriels, de roches, de bactéries, je vous le disais, de galeries, d'eau, de volcans, un conglomérat d'organismes vivants et d'objets qui sont enfouis sous nos pieds. Dans ce sol hétérogène, ce ne sont plus les limites administratives en surface, le cadastre, ce n'est plus ça qui constitue la carte, mais c'est le corps en mouvement des vivants qui devient le moteur de la carte. Et là, on cite un autre auteur qui nous a beaucoup inspiré, Francesco Carreri, qui est un géographe, philosophe italien, qui a écrit ce très beau livre qui s'appelle Walk Spaces, où il parle de cette manière qu'on a de redécouvrir la Terre en marchant. Et je le cite, c'était vraiment une grande inspiration, vous comprenez, il dit qu'il faudrait une carte qui semble refléter un espace liquide, dans lequel les parcours restent marqués, jusqu'à ce qu'ils soient effacés par les vents. L'espace nomade est sillonné par des vecteurs, des flèches instables, qui plutôt que des tracés, constituent des connexions temporaires. En imaginant un type de notation où les parcours ne s'effacent pas, mais s'inscrivent, s'impriment, s'accumulent, ce que nous avons essayé de faire, se superposent, se mêlent, les modèles qu'on imagine, les cartes, tentent de saisir les contours d'un tout autre espace. Mais il y a une chose qui est très importante pour nous et que je voulais partager avec vous, c'est le fait que ces cartes ne prétendent pas se substituer aux cartes classiques. Elles ne prétendent pas, si vous voulez, proposer un nouveau modèle qui remplacerait l'ancien modèle. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de changer brusquement de coordonnées, c'est de les démultiplier ces cartes. Là, je vous en ai montré que deux, mais en fait, on essaye en ce moment de faire un travail avec tout un tas de collectifs. On fait des workshops, moi je les travaille également au théâtre. On essaye en fait de voir comment on pourrait faire de ces cartes des armes, des outils dont les gens peuvent se saisir pour représenter autrement leur territoire. Il y a par exemple des gens à Detroit, à Détroit, aux États-Unis, qui essayent de représenter autrement justement leur ville de manière stratégique, politique. Donc la question, c'est encore une fois pas du tout de proposer une espèce d'unification des représentations, pas du tout de dire voilà, on raye toutes les pratiques de l'ancienne cartographie et on va en proposer une autre. C'est précisément l'inverse. C'est comment faire